L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre émission politique du dimanche soir sur Radio Sensation, diffusée aussi sur TV78. Épisode 223 ce soir, mon invité est le conseiller régional RN d'Île-de-France, Laurent Morin. L'hebdo politique. Laurent Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi délégué départemental du Rassemblement national dans les Yvelines. On va évoquer avec vous plusieurs sujets ce soir. La présidence du RN, d'abord, le nouveau plan régional d'adaptation au changement climatique aussi, ou encore le pass Navigo dans l'actualité locale. Mais d'abord, on va parler de la victoire de Giorgia Meloni en Italie. La présidente de Fratelli d'Italia a remporté avec une coalition allant de la droite à l'extrême droite les élections législatives. Elle va prochainement former son gouvernement. Alors d'un côté, les patriotes italiens arrivent au pouvoir, mais de l'autre côté, votre principal allié, la Ligue, chute avec 8% des voix. Alors comment est-ce que vous analysez, vous, au RN, ces résultats ? Eh bien d'abord, je me félicite de l'émergence de mouvements politiques à l'échelle du continent européen, dans les différents États membres, des forces politiques qui sont sur le créneau que nous défendons ici également en France avec le Rassemblement national. Je pense que il y a une sorte de face-à-face entre, d'un côté, une fuite en avant de l'Union européenne dans sa politique qui se voulait fédéraliste, mais que l'on peut considérer maintenant comme une politique impérialiste, puisque auparavant, elle laissait une certaine autonomie aux États membres dans la gestion d'un certain nombre de compétences, et aujourd'hui, on se rend compte que l'Union européenne veut en fait s'accaparer toutes les compétences, ne laisser plus aucune autonomie, plus aucune liberté aux États membres sur un certain nombre de sujets. Je pourrais en citer deux, le sujet sanitaire par exemple, avec des projets de résolution et de règlement sur le déploiement d'un centre européen concernant la prévention et le traitement des menaces sanitaires, à la place donc des compétences des États. Et puis un autre exemple sur les sujets environnementaux, avec la volonté de l'Union européenne d'imposer partout le déploiement d'éoliennes contre l'avis des peuples des différents pays. Et bien face à cela, face à cette volonté d'imposer un certain nombre de décisions, les peuples européens réagissent, se soulèvent démocratiquement. On l'a vu en Suède lors des élections législatives qui se sont déroulées il y a quelques semaines, l'émergence des démocrates de Suède, qui est un parti sur le même créneau politique que celui du Rassemblement national ou de Fratelli d'Italia. Vous pensez que cette victoire, elle est due c'est un message envoyé à l'Europe de la part des Italiens, ou c'est contre la gauche et le centre italien ? Je pense qu'il y a certainement un peu des deux, mais je pense que la manière dont l'Union européenne traite les États membres, on a vu juste avant d'ailleurs en Italie avant ces élections législatives que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, menaçait l'Italie de rétorsion financière si le vote ne correspondait pas à ce qu'elle souhaitait. C'est d'ailleurs la même pratique qu'elle met en œuvre vis-à-vis de la Hongrie, vis-à-vis de la Pologne. C'est absolument scandaleux que les pays soient soumis à ce chantage de l'Union européenne, à ces menaces, et je pense que les Européens n'acceptent plus cela. Et c'est donc la raison pour laquelle en Italie, il y a eu ce vote massif pour Fratelli d'Italia et la coalition de droite. Je note qu'en France, les élections législatives ont aussi montré une très forte poussée de notre camp national. Ceci est aussi dû à la déclinaison politique en France par le gouvernement et par le président de la République, des politiques qui sont imposées par l'Union européenne. Donc il y a, d'un point de vue démocratique, une réaction des peuples face à cette fuite en avant de l'Union européenne, et il y a aussi une réaction parfois dans la rue. Nous avons eu le mouvement des Gilets jaunes en France, il y a des mouvements massifs aux Pays-Bas de mobilisation d'agriculteurs, il y a des mouvements massifs de mobilisation en République tchèque. Donc je vois cette prise de conscience des peuples européens de manière tout à fait positive, et je pense qu'au regard de l'insistance de l'Union européenne à vouloir aller toujours plus loin
dans le fait de s'accaparer les compétences des pays, de nier leurs identités, de nier leur mode de vie, de nier leur volonté, je pense que effectivement cette dynamique de réveil des peuples européens ne s'arrêtera pas. Alors en Italie, Giorgia Meloni était plutôt sur la ligne politique d'Éric Zemmour. Vous étiez plutôt proche de l'ERN de la Ligue, de Matteo Salvini. Alors du côté des partisans de Reconquête, on estime que c'est l'exemple parfait pour remettre sur la table une union des droites. Alors pour vous, au RN, c'est toujours non ? Je pense que le débat a eu lieu lors de l'élection présidentielle, lors des élections législatives. Je pense que ce débat a eu lieu. Éric Zemmour a présenté son projet d'union des droites, Marine Le Pen a présenté sa stratégie, son constat, ses solutions, et je pense que le peuple a tranché, a très clairement dit que la manière dont Éric Zemmour voyait la réalité politique, la manière dont il pensait trouver des solutions n'était pas du tout ce que les Français attendaient, et je pense même que paradoxalement, il défend l'idée de l'union des droites, mais paradoxalement, il l'a peut-être, par sa brutalité dans cette campagne, il l'a peut-être tué, cette idée d'union des droites. Et je pense qu'aujourd'hui, aux élections législatives, il n'a pas fait de second tour, il n'a pas de député. Et je pense que le Rassemblement national est le seul mouvement politique à pouvoir incarner l'espoir non seulement des électeurs de droite en général, mais de manière beaucoup plus large des Français, puisque nous, notre objectif, c'est quand même d'atteindre aux élections nationales, aux élections présidentielles, aux élections législatives, les 50% plus une voix. L'objectif, c'est de conquérir le pouvoir. Et nous avons réussi à le faire lors des élections législatives, puisque même sans avoir instauré la proportionnelle que Emmanuel Macron avait promis d'instaurer, même sans cette proportionnelle, nous avons atteint les 50% dans de nombreuses circonscriptions, ce qui nous a permis de constituer le groupe le plus puissant que nous n'avions jamais constitué à l'Assemblée nationale, avec ce groupe de 89 députés qui pèse énormément, qui a déjà enregistré un certain nombre de succès au mois de juillet avec des amendements qui ont été adoptés et qui ont permis aussi de mettre en minorité la majorité relative d'Emmanuel Macron, ce qui visiblement lui pose un problème aujourd'hui par rapport notamment à des projets qu'il peut avoir, on en parlera tout à l'heure, mais la réforme des retraites semble être un point absolument crucial de ce point de vue-là. Le système présidentiel français n'est peut-être pas le plus propice, vous me direz, à l'union des droites, mais pour les européennes 2024, est-ce que ce ne serait pas un choix judicieux selon vous ? Vous parliez de ce mouvement qui est en train de cette dynamique en tout cas qui est en train de se lancer en Europe sur l'Europe des nations que vous défendez. Éric Zemmour défend également cette Europe des nations. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de proposer une liste commune en 2024 ? Mais nous accueillons depuis d'ailleurs le soir du premier tour des élections présidentielles, nous accueillons tous les militants et tous les adhérents de Reconquête qui veulent nous rejoindre sur la base des constats et des propositions que nous faisons. D'ailleurs, beaucoup de députés européens élus il y a 6 ans sur la liste de Jordan Bardella sont passés depuis chez Reconquête. Oui, au moment de l'élection présidentielle, quand vous dites beaucoup, cela concerne 3 députés européens, 3 ou 4, qui visiblement, on peut faire ce constat, après cette séquence électorale, on fait le mauvais choix d'un point de vue politique. Je le regrette pour eux, parce qu'évidemment, il s'agissait d'éléments tout à fait intéressants de notre mouvement politique, mais malheureusement, leur choix n'a pas été couronné de succès. Donc nous accueillons, bien évidemment, tous ceux qui veulent travailler avec nous, qu'ils soient de droite, de gauche, de Reconquête, mais par contre, voilà, la brutalité d'Éric Zemmour et le fait qu'il tape sur le Rassemblement national pendant toute la campagne, a laissé des traces, a laissé beaucoup de doutes sur son intention véritable, et donc il n'est pas possible de travailler ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ont déclaré les 2 candidats à l'élection de la présidence du Rassemblement national qui aura lieu au mois de novembre, que ce soit Louis Alliot ou Jordan Bardella. On dit tous les deux que voilà, avec certains cadres de chez Reconquête, il n'y a pas la confiance suffisante pour travailler ensemble. Donc les prochaines élections européennes seront les prochaines échéances électorales. Alors il y aura les sénatoriales 2023 dans la région Île-de-France et dans les Yvelines notamment. Le Sénat, donc c'est des élections indirectes.
C'est ça. Au suffrage indirect. C'est ça. Après la Hongrie, la Pologne, la Suède, l'Italie, est-ce que toute cette dynamique, en observant toute cette dynamique en Europe, l'Europe des nations que vous défendez, peut-elle gagner en 2024 vous êtes confiant ? Mais moi, je suis très confiant en l'avenir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que de manière générale, en Europe, et en France en particulier, je pense que de plus en plus de citoyens vont être victimes des politiques qui sont menées. Et je le regrette. J'aimerais que les politiques soient différentes. Nous nous battons pour que nous puissions mettre en œuvre des politiques qui défendent l'intérêt général, qui défendent la souveraineté des nations, qui défendent une croissance qui soit adaptée aussi aux problématiques environnementales. Et malheureusement, tout l'inverse est mis en œuvre par ceux qui nous dirigent. Donc je suis convaincu sur un certain nombre de sujets, que ce soit les sujets migratoires, médicaux, environnementaux, je suis convaincu que de plus en plus de Français vont malheureusement être victimes de Français et d'Européens, de ces politiques-là, et que immanquablement, inéluctablement, ils prendront conscience que nous faisons les bons constats, que nous proposons les bonnes solutions, qu'ils nous rejoindront. Le mouvement est déjà bien engagé, puisque nous avons quand même, lors de ces élections présidentielles et législatives, battu des records en termes de pourcentage et en termes de voix. Je pense que le mouvement va s'amplifier. Je pense que nous arriverons au pouvoir. Nous sommes, je pense, l'alternance à Emmanuel Macron et à sa politique, à la politique mondialiste et européiste. Et je pense que dans les autres pays européens, la prise de conscience va s'amplifier également, et que nous sommes en capacité, peut-être dès 2024 pour les élections européennes, de pouvoir réaliser là aussi des scores historiques. Alors, votre parti, le Rassemblement national, vous l'avez évoqué, désignera son futur président le 5 novembre prochain lors d'un congrès. Ça se passera à la Mutualité à Paris. Alors 2 candidats sont en lice, Jordan Bardella, député européen, et Louis Alliot, maire de Perpignan. S'il n'y a pas vraiment de différence sur la ligne politique entre les deux, ça va plus être un choix de personnalité, c'est ça ? Oui, nous avons dans cet exercice de démocratie interne, suite à la volonté de Marine Le Pen de se consacrer exclusivement à la présidence du groupe de députés à l'Assemblée nationale, nous avons effectivement la présence de 2 candidats. 2 candidats de qualité qui ont un parcours exemplaire au sein du Rassemblement national, qui s'estiment mutuellement, que les adhérents aiment tous les deux. Et effectivement, le choix est un choix très très intéressant, parce que si effectivement sur la ligne politique, nous sommes tous synchronisés sur la ligne politique qui est la nôtre depuis des années, il y a malgré tout des différences, notamment de personnalité. Et j'ai personnellement, moi, fait le choix, puisque je suis membre du Conseil national élargi de notre mouvement politique, et donc j'étais en capacité de pouvoir parrainer l'un ou l'autre, ou d'autres même candidats pour se présenter à la présidence du parti. Et donc j'ai souhaité parrainer Jordan Bardella. Je voterai pour Jordan Bardella, et je fais campagne pour lui, car j'estime que d'abord il a rempli parfaitement ses missions. La mission, président d'intérim. Voilà, comme président par intérim pendant toute la campagne présidentielle et législative. Il a également totalement assuré ses missions lorsqu'il était candidat tête de liste aux élections européennes en 2019. Donc j'estime qu'il faut garder cette équipe qui gagne, qu'il faut poursuivre avec cette dynamique et continuer dans cette voie-là. Et puis il y a une autre raison qui je pense est importante, c'est que Louis Alliot est maire de Perpignan, est maire d'une grande ville. Il est implanté, il est très apprécié évidemment dans son secteur, mais il a une charge très importante avec cette gestion d'une ville aussi importante que celle de Perpignan. Et je pense que sans mésestimer ou sous-estimer ses capacités, mais je pense que Jordan Bardella est peut-être plus en capacité d'être disponible pour la présidence du parti, d'une part, mais aussi pour être présent dans les médias, parce qu'évidemment, quand on est président d'un parti comme celui qui est le nôtre, il faut pouvoir défendre ses idées quasiment au quotidien, j'allais dire, dans les médias. Il vaut mieux vivre à Paris. Je pense que alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques modernes, on peut faire beaucoup de choses, mais voilà, moi je pense que Jordan est la personne qui va nous permettre
de poursuivre cette dynamique. Il a déclaré que nous prendrions le pouvoir. C'est un peu ce que je vous disais précédemment. Je pense que effectivement nous allons y arriver et qu'il faut être en capacité de se préparer à cette prise de pouvoir, de renforcer les équipes, de nous professionnaliser. Jordan Bardella a indiqué qu'il y aurait une école des cadres qui serait mise en place. Donc voilà, je fais campagne pour Jordan Bardella pour l'élection à la présidence du Rassemblement national. Et si le RN souhaite l'emporter en 2027, un des prochains défis, ça sera d'améliorer les scores en Ile-de-France. Marine Le Pen y a fait 27% des voix au second tour. C'est le score le plus faible de toutes les régions de France. Il faudra que la nouvelle direction prenne cela en compte, selon vous. C'est ce que vous allez également porter. Vous êtes candidat d'ailleurs pour siéger au prochain Conseil national du parti. Oui, tout à fait. C'est effectivement une stratégie que je défends depuis un certain nombre d'années. Je pars du principe que on ne pourra pas gagner une élection présidentielle si nous n'améliorons pas nos scores notamment dans les zones urbaines, dans les régions importantes de France et notamment dans la plus grande région de France, l'Île-de-France. Nous progressons fortement en région Île-de-France, notamment dans les départements de grande couronne, mais pas que. Nous avons pu obtenir le résultat de 2 députés élus en région Île-de-France, qui n'était jamais arrivé. Une en Seine-et-Marne, une en Essonne. Voilà, une en Seine-et-Marne et une en Essonne. Donc nous progressons, nous implantons, nous commençons effectivement à enregistrer des succès importants sur des zones géographiques de plus en plus vastes. Mais je pense qu'il faut continuer dans cette stratégie parce que encore une fois, les résultats de l'Île-de-France, avec la masse de population que cela représente, il faut pouvoir ne pas encaisser un retard important que nous ne pourrions pas combler dans les provinces françaises où nous faisons des scores importants. Donc moi je défends cette idée et j'espère qu'effectivement cette stratégie pourra être éventuellement mise en œuvre, prise en compte avec peut-être des moyens spécifiques dédiés à la région Île-de-France pour amplifier notre implantation et nos scores et nos résultats. Dans l'actualité également, une nouvelle loi asile et immigration devra être débattue à l'Assemblée début 2023. Sur cette question, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait savoir qu'il souhaitait une meilleure répartition des immigrés sur l'ensemble du territoire. Alors selon l'association France Terre d'Asile, l'urgence est de garantir plutôt un vrai accueil digne à tous ces immigrés. Vous, au RN, vous demandez toujours un référendum sur la question, c'est toujours la position du parti? Alors évidemment, nous demandons un référendum sur la question de l'immigration. Ça faisait partie du programme de Marine Le Pen, c'était une proposition phare de sa campagne présidentielle, et puis nous proposons toute une série d'autres mesures, comme par exemple la suppression du droit du sol, l'expulsion des étrangers qui sont clandestins ici en France, l'expulsion des délinquants étrangers après avoir purgé leur peine dans les prisons françaises. Donc effectivement, le gouvernement nous trouvera toujours sur sa route pour nous opposer à sa volonté d'accueil de migrants en France, bien souvent des migrants qui rentrent illégalement en France. Je vous parlais tout à l'heure des déclinaisons des politiques européennes. C'est une déclinaison, ça aussi, des politiques européennes, puisque la volonté d'implanter des migrants dans les territoires ruraux, cela découle directement du pacte asile et migration, qui est un pacte de l'Union européenne. Donc, nous avons entendu parler en Bretagne, je crois, dans la commune de Callac, d'un projet Horizon, qui souhaitait implanter, je crois, 100 de migrants dans un petit village breton. Eh bien, nos élus locaux se sont mobilisés, et pas seulement nos élus locaux, des élus aussi d'autres bords politiques commencent à se mobiliser, les habitants eux-mêmes se mobilisent, parce qu'il est inacceptable parce qu'en l'occurrence le projet Horizon, ce sont des personnes privées qui essayent de mettre en place ce projet, donc il est inacceptable sans la consultation des Français et des habitants de cette commune que ces projets puissent voir le jour, parce qu'on sait très bien quelles sont les conséquences de cette immigration massive qui ne s'intègre plus, qui ne s'intègre pas, parce que nous avons déjà dépassé très largement le seuil acceptable de l'immigration en France, et cela pose ensuite les problèmes que nous connaissons dans les zones urbaines, dans les banlieues françaises, c'est-à-dire un changement de nos modes de vie, des problèmes de sécurité. Donc évidemment, nous nous opposerons toujours à cette immigration que les Français ne veulent pas, dont les Français ne veulent pas. Ils l'expriment depuis des années dans de
multiples sondages, études d'opinion, dans leur grande majorité, les Français ne veulent plus de cette immigration, car ils ont le sentiment que dans de nombreuses zones françaises, ils ne sont plus chez eux et que la loi n'est plus respectée. Donc c'est très clair, c'est une priorité pour le Rassemblement national, ça reste bien évidemment une priorité. C'est le moment, Laurent Morin, de passer à la deuxième partie de l'hebdo politique. On va s'intéresser maintenant à l'actualité du Conseil régional d'Île-de-France. Très bien. L'hebdo politique. Toujours avec Laurent Morin, délégué départemental du Rassemblement national dans les Yvelines et conseiller régional de la région Île-de-France, la région qui a voté le 22 septembre dernier un plan d'adaptation régionale au changement climatique. C'est la première région à le faire. C'était un plan nécessaire pour faciliter la vie des Franciliens dans les années à venir. Alors, ce plan, qui était très complet, était constitué d'un certain nombre de mesures de bon sens. La majorité de Valérie Pécresse a enfoncé un certain nombre de portes ouvertes et évidemment il était difficile de s'opposer à un plan avec des mesures aussi évidentes que celles qui ont été proposées. Je pense par exemple à l'implantation de fontaines, au maintien et à la plantation d'arbres, au déploiement de la géothermie, au déploiement de cuves de récupération d'eau de pluie. Voilà, tout cela, ce sont évidemment des mesures de bon sens que nous... la climatisation dans les trains et les bus aussi. Voilà, donc tout ça, ce sont des mesures de bon sens. Nous le proposions déjà nous-mêmes au Rassemblement national auparavant, et nous avons bien entendu voté favorablement ce plan d'adaptation au changement climatique. J'insiste sur le mot adaptation parce que, en vérité, évidemment, c'est bon pour l'environnement de notre région, c'est bon pour les Franciliens, mais en vérité, sur la problématique du changement climatique, ça n'aura que très peu d'impact. Les enjeux ne se situent pas sur la politique d'adaptation, elle se situe sur la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et moi je regrette, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, et je regrette que les sujets importants et cruciaux sur cette problématique de l'environnement ne soient que très peu ou très rarement traités. Car en vérité, ce qui pose un problème au niveau climatique, au niveau environnemental, ce sont d'une part les politiques énergétiques qui sont mises en place, et on pourra y revenir, et également les politiques économiques. Quand on défend sans arrêt des politiques de libre-échange, quand on signe sans arrêt des traités de libre-échange avec des pays du monde entier pour faire venir des produits de l'autre bout du monde, ça n'est évidemment pas pertinent, c'est même absurde d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, et c'est là que se situe le problème. Et moi je regrette que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, présidente de la première région économique d'Europe, présidente d'une des régions les plus importantes économiquement du monde, ne disent pas de manière plus puissante qu'elle s'oppose, elle aussi, à la prolifération, à la multiplication des traités de libre-échange. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est effectivement les politiques énergétiques qui sont mises en place, qui ont un impact majeur sur notre environnement. Et en cela, là aussi, Valérie Pécresse avait déclaré, je crois en 2018, qu'elle était plutôt favorable à la réduction du parc nucléaire en France, qu'il fallait progressivement sortir du nucléaire, développer des énergies renouvelables. Eh bien, on constate aujourd'hui que c'est une erreur en termes de pouvoir d'achat, en termes d'indépendance énergétique et en termes environnementaux. Donc évidemment, nous prenons effectivement le redéveloppement du nucléaire, car il s'agit d'une énergie décarbonée, il s'agit d'une énergie sûre. Alors elle a aussi un certain nombre de défauts, mais si on fait le bilan de l'ensemble des énergies, je pense que c'est l'énergie qui nous procure qui nous procure d'abord des tarifs énergétiques bien moins importants que les autres énergies. On ne dépend pas d'autres pays. Parce qu'on ne dépend pas d'autres pays, notamment. Qui nous procure aussi une sécurité, un approvisionnement sécurisé, une indépendance énergétique, et qui répond de manière tout à fait correcte aux problématiques environnementales et notamment d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que quand on remplace le nucléaire, comme le souhaite l'Union européenne, ou comme le souhaite Emmanuel Macron, par des énergies renouvelables du type éolien ou photovoltaïque, en vérité, on constate que c'est un fiasco. L'Allemagne a choisi de remplacer totalement son parc nucléaire par l'implantation d'éoliennes dans tout le pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils rouvrent des usines, des centrales qui consomment du charbon et qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, l'éolien est un fiasco, et je regrette là aussi la volonté d'Emmanuel Macron
d'implanter des éoliennes terrestres et maritimes, comme cela a été fait sur la côte atlantique. J'ai d'ailleurs une pensée pour tous les habitants de la côte atlantique, parce qu'ils se retrouvent maintenant avec un horizon bouché. Et en fait, la politique d'Emmanuel Macron, c'est ça, c'est boucher notre horizon sur tous les sujets qu'il traite, et je le regrette, et nous le combattons. Vous parliez tout à l'heure de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre, qui n'était pas forcément l'objectif direct de ce plan d'adaptation au changement climatique. Ça m'amène à parler des transports en commun, notamment le pass Navigo. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a indiqué qu'en l'état, et vu l'augmentation donc justement des prix de l'énergie dont vous parlez, elle sera contrainte, elle, d'augmenter le prix du pass Navigo de 25 €, ce qui l'amènerait donc à 100 € par mois. Il n'avait pas augmenté depuis 5 ans. C'est vraiment envisageable, selon vous, un pass Navigo à 100 € par mois ? Écoutez, ça va pas améliorer le pouvoir d'achat des Franciliens, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont déjà très touchés par l'augmentation générale des prix. Moi, je suis en contact forcément avec énormément d'Yvelinois et qui me disent qu'ils ne s'en sortent pas. Donc, ce sera un coup dur supplémentaire pour leur pouvoir d'achat. Ce dont il faut avoir conscience sur cette volonté de Valérie Pécresse d'augmenter le pass Navigo, c'est qu'elle prend prétexte de l'inflation actuelle, qui est réelle, qui aggrave effectivement la situation financière des collectivités et puis du syndicat Île-de-France Mobilité. Mais en vérité, ce problème existait déjà avant et a été noté d'ailleurs par les élus du Rassemblement National depuis des années, dénoncé par les élus du Rassemblement National depuis des années, la situation, et par la Cour des comptes également, qui pointait du doigt effectivement la dégradation de la situation financière d'IDFM. Il y a une dette très importante de l'ordre de 18 milliards d'euros dans ce syndicat, et je pense qu'en fait c'est la conséquence de choix qui ont été très coûteux et très malvenus au niveau de la gestion des transports en Île-de-France. Je pense par exemple aux projets pharaoniques qui ont été décidés par Valérie Pécresse concernant le Charles de Gaulle Express ou un certain nombre de lignes du Paris Grand Express. Donc ça, ce sont des projets qui ont été coûteux, qui prennent beaucoup de retard et qui expliquent que la situation financière de IDFM se soit dégradée, et qui expliquent du coup, en vérité, qu'aujourd'hui, elle soit contrainte à augmenter les tarifs du pass Navigo. Moi, j'aimerais aussi, puisqu'on parle de transport, avoir une pensée pour tous les usagers des transports qui voient leurs offres réduites, qui ne voient pas d'amélioration sur la sécurité. On a une étude de l'Institut Paris Région qui indique que 4 usagers des transports sur 10 ont peur d'agressions, de vols dans les transports en commun. Il n'y a pas que les usagers, d'ailleurs, il y a aussi les agents de la RATP, les agents de la SNCF qui se font agresser. Donc je pense qu'il faudrait concentrer peut-être plus ces moyens sur l'amélioration de la sécurité, l'amélioration de l'offre, l'amélioration de la ponctualité, plutôt que sur des projets pharaoniques qui, si on prend le cas par exemple du Charles de Gaulle Express, n'est qu'un doublon du RER existant, donc, et qui coûte effectivement très cher. Merci beaucoup, Laurent Morin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué départemental du Rassemblement National dans les Yvelines. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. L'Hebdo Politique.